Son petit-fils qui a mis 3 œuvres. Et si aujourd'hui son grand-père... Et puis il y a son petit-fils qui a mis 3 œuvres. Et si aujourd'hui son... Et puis il y a son petit-fils qui a mis 3 œuvres. Et si aujourd'hui son grand-père était là, il dirait « Vas-y mon gars !» Voilà. Maintenant je vais vous lire une lettre de Christian Marin, qui n'a pas pu être là ce soir. Jules, il manque quelque chose à qui n'a pas reçu une lettre de toi. La première lettre que tu m'as adressée il y a bien des années a été pour moi le départ de notre longue amitié. Elle disait, cette lettre, que quelques jours auparavant nous étions côte à côte dans une église, rue de Vaugirard, et exprimait ta profonde émotion, la joie de te retrouver en présence de personnes que tu aimais. Il y avait là, présent, notre cher Georges Brassens, René Fallet, quelques autres, qui tous étaient venus s'incliner devant la dépouille de Marie Dormois, l'amie de Paul Léotot. Il y avait même, et c'est Brassens qui me les a désignés, les enfants de Paul Valéry. Tu vois, là-bas, me disait-il, en me montrant un couple de personnes âgées, ce sont des enfants de poètes. C'était si bien dit. Ta lettre, je l'ai lue, émerveillée. Je la savourais. Qui pouvait m'adresser un tel message, écrit avec art, comme une partition, porteuse d'une certaine musique dont les notes en arabesque, de pleins et de déliés, suscitaient en moi une véritable émotion. J'ai répondu à ta lettre, tu as répondu à la mienne, et de pleins en déliés nous avons communiqué, sans nous voir, pendant au moins 2 ans. Et puis un jour, c'était, je me souviens, dans une rue de Saumur, un homme, vêtu de velours, coiffé d'un large béret noir, comme en portent les chasseurs alpins, se présenta les bras ouverts. « Vous êtes Christian Marin ?» me dit-il. « Moi, c'est Jules Mougin. Nous venions de faire connaissance. Jeanne était présente. Jeanne la compagne, Jeanne la fidèle, Jeanne la confidente de ce poète qui surgissait là, le sourire fendu, les yeux francs, sous l'ombre de son béret. Et puis ce fut le long voyage, les visites à Chemélier, la maison qui sentait bon le souvenir, les livres, et puis Giono dans les pages, et puis tes éclats de colère, le poing levé contre la guerre, contre ce sacré Verdun que tu appelais le grand massacre. Tu ignorais bien sûr la communication Internet, le SMS sans âme. Tu laissais simplement couler tes pensées au fil de ta plume qui dessinait sur le papier de bien jolis messages. Merci Jules d'avoir fait de moi
un lecteur privilégié. Toutes tes lettres sont aujourd'hui pieusement conservées dans un coffret de bois, ni duquel, contrairement à l'exemple des hirondelles, ne s'envoleront jamais, ayant trouvé là une éternelle saison chaude, celle du cœur et de l'amitié. Dans ce catalogue de Metz, il y a 6 ans déjà, célébration du facteur, pas commémoration s'il vous plaît, célébration du Jules Mougin. La grande tournée continue, elle n'est pas finie. Amis, je vous ensoleille. Phrase de Jules. Je voudrais aimer encore, même après ma mort. Aux habitants de Manosque, quittez les fromages, les vins de Saumur, le poulet de Loué, l'huile de noix, l'huile d'olive. Quittez les petits déjeuners, l'omelette aux truffes, les premiers petits pois. Quittez l'arrivée des hirondelles, les morilles. Quittez sa maîtresse, le feu de bois, la bière du père machin, pour la guerre. Mais faut vraiment être con. Et Jules rajoute, à suivre. On a dit de faire très... Merci à la famille Mougin. Sans la famille Mougin, pas d'exposition. Merci d'avoir servi ce banquet de victuailles pour des regards frais et généreux. Il y a une petite fille à Metz, Pontifroy, je refais de la pub pour mon catalogue. Il reste 70 exemplaires, dépêchez-vous, 12 €. Je le vends ce soir. Une petite fille de 7 ans qui avait regardé l'exposition et Jules venait de lui dire le facteur chevelu, le facteur Louis XIV, il m'a déterré, t'as vu ce qu'il a fait là? Et puis la petite fille, elle dit, dis maman, mais comment il fait Jules pour être aussi généreux? Et il y a une petite réponse qui est venue immédiate qui a dit, dans le mot généreux, il y a génie heureux. Merci famille Mougin de continuer l'œuvre du facteur. Passerelle d'amour et d'amitié. Merci à la cheville ouvrière Aude Mazel, à la cheville ouvrière Guillaumette Clépal et à la cheville œuvrière Henri Mérou, s'il vous plaît, une salve fraternelle. s'écria la pomme de terre. Au comptable du ciel, vous comptez et recomptez, il manque une étoile. C'est le facteur rural qui l'a retrouvé entre la chaussée d'Antin et le Forest des Brousses. Je vous prie d'en aviser le préfet de police, Jules Mougin. Je suis habituée à les filles. Parce que là, tu vas me souffler si j'y arrive pas, je viens. Viens me souffler à moi. Bonjour et bienvenue à tous dans notre petit mais sympathique village de Revest des Brousses, où Jules Mougin a choisi de passer presque 20 années de sa vie. 20 années qui ont marqué à jamais la mémoire des Revestins, et à en croire les nombreux témoignages que j'ai reçus,
également leurs descendants. Il est à la fois facile et très difficile de rendre hommage à un homme tel que Jules Mougin. Sa vie a été tellement riche et remplie que c'est presque lui faire affront que de résumer en quelques lignes. Pourtant, si je ne veux pas vous voir d'étaler comme des lapins ou vous endormir sur vos chaises, il va bien falloir que je réussisse cet exercice le mieux possible. Avant de commencer, je voudrais remercier Monique et Jean Mougin, qui sont là, donc sa belle-fille et son fils, pour l'excellent moment que j'ai passé à la découverte de Jules, que je ne connaissais, comme beaucoup de pièces rapportées comme moi, que par les anecdotes et histoires qui alimentaient les discussions du village, sur la vie d'autrefois. Eh oui, la vie d'autrefois. J'ai vécu avec vous un moment très fort, rempli d'émotions, et j'ai senti à travers vos paroles beaucoup d'amour et de tendresse pour cet homme. Un grand merci aussi à Gis, je ne sais pas où elle est. Elle est là. À Gis, notre postière, à Gilou, Sophie, Nadir et les enfants de l'école, qui étaient en petit nombre aujourd'hui, à Monique Courtarel, à Mérou pour l'organisation impeccable et sans faille de cette expo, et à bien d'autres encore qui ont contribué à faire que ce week-end soit une réussite. Et en 1910, pas bien comme les autres, qui vivaient à une époque certes difficile, mais dans laquelle son métier avait encore du sens, où le symbole euro et la notion de rentabilité ne pourrissaient pas les vraies valeurs humaines, où la cadence de tri était de 500 lettres par quart d'heure, où apporter, en plus du courrier, le pain, des médicaments, un morceau de viande n'était pas considéré comme une faute ou un manquement au règlement, mais comme une aide, un service, un soutien à son semblable qui en avait besoin. En fait, le vrai service public, vous savez, celui qui nous fait cruellement défaut depuis quelque temps. Ce facteur, vous l'avez deviné, c'est Jules Mougin. Après une jeunesse qu'il qualifie volontairement d'un tantinet vagabond, il se marie en avril 1936 avec Jeanne, qu'il aima et avec qui il partagea sa vie jusqu'à sa disparition le 1er novembre 2003, qu'il a laissé démuni et cassé. Il avait dit de sa femme, sans Jeanne, je ne suis rien, c'est elle qui m'a fait. Quel bel hommage. 7 ans après, c'est lui qui a tiré sa révérence, le 6 novembre 2010, à l'aube de ses 100 ans. C'est en 1941 qu'il viendra s'installer à Revesdes-des-Brousses, où il prendra à sa demande le poste de receveur-distributeur. Il y restera environ 9 ans, avant de repartir vers d'autres horizons, puis revenir en 1951 pour une petite dizaine d'années, retrouver ses 150 revestins et ses 7 abonnés au téléphone. De son passage au Revest, il reste chez les familles qui l'ont bien connu des objets ou des courriers insolites, tels que des cuillères en bois, des boîtes de camembert ou de gâteaux, des dessins envoyés avec l'adresse indiquée directement sur ces objets. Tout cela selon son humeur ou les événements du moment, et qui arrivaient toujours, s'il vous plaît, à leur destinataire. Ce poète de la souffrance, comme le qualifiait Jean Giono, était un facteur atypique, provocateur, irrévérencieux parfois, mais aussi poète, écrivain, dessinateur, sculpteur, j'en oublie certainement. Cet homme aux multiples talents et humble était empli de tendresse, de révolte pour ses semblables qu'il aimait ou détestait selon de quel côté de la barrière il s'était placé. Anti-cravate, il va se payer le luxe en 1987 lors d'une exposition de couper la cravate du sénateur-maire de l'époque, Paul Souffrin, avec les ciseaux de maître tailleur qui lui avaient été remis pour l'occasion. L'occasion, c'est l'exposition, pas de couper la cravate. Mais il avait aussi une sensibilité à fleur de peau lorsqu'il écrit, après l'assassinat de son ami, Lucien Henry, ces mots justes, simples et émouvants. Avec Lucien, il y avait un plus, en plus du soleil, en plus de la lumière. Il y aura toujours le soleil, toujours la lumière, mais elle sera moins belle. Ou alors lorsqu'il décrit un arbre qu'il a transformé en œuvre d'art devant sa maison. Puisque ton cerisier est mort, peins-le, débarbouille-le, enlève-lui la mort. Antimilitariste jusqu'au bout des ongles, il a toujours haï la guerre et nourrissait une haine féroce envers ceux qui étaient capables de prendre leurs pieds dans cette activité qu'il qualifiait d'ordure suprême. Sa passion pour la paix est exigeante, et cette exigence n'est porteuse d'aucun uniforme. Il ne brandit pas l'étendard, juste un porte-plume. Pendant la guerre du Golfe, il a adressé à tous ses amis ces simples mots sur une lettre faire-part. Jules et Jeanne ont perdu paix, leur fille préférée, avec sur l'enveloppe un cerne noir. Jeanne, sa femme, institutrice de profession, et j'ai appris tout à l'heure qu'elle était à Revesdes-des-Brousses, donc je le dis parce qu'elle est restée une dizaine d'années à Revesdes-des-Brousses, et ça, ce n'était pas marqué dans les bouquins.
Donc Jeanne, sa femme, institutrice de profession, qu'il chérissait plus que tout et qui a été sa complice tout au long de sa vie, s'était rebellée et avait refusé que ses élèves chantent la Marseillaise. Elle trouvait monstrueux qu'on puisse faire dire à des enfants qu'un sang impur abreuve vos sillons. Elle s'était mis à dos le maire du village qui avait demandé son déplacement et l'avait fortement critiqué dans le journal. Lors d'une inauguration à laquelle on lui avait encore demandé de chanter l'hymne national, au passage fatidique, les enfants avaient sur ces consignes fredonné mais pas articulé. Pour l'époque, et pour une jeune institutrice de 20 ans, c'était non seulement gonflé, mais risqué. On voit à travers ces témoignages l'implication forte contre la guerre du couple Mougin. Et même s'il se lamentait en disant « Je n'ai rien fait depuis la guerre, puisque la guerre sert encore », j'ai envie de dire aujourd'hui que ces propos et leur investissement à tous les deux n'a pas été vain. En effet, si cette exposition et cet hommage rassemblent autant de monde, c'est bien qu'il a réussi, à travers ses mots, son inimitable façon d'écrire, sa sensibilité, à faire passer des messages. Jeanne et Jules Mougin continuent, par les voix de leurs fils, leurs belles-filles, leurs petits-enfants, à délivrer une façon de penser pleine de bon sens, avec des mots justes et percutants, et je ne doute pas une seconde que cet hommage va redonner une deuxième jeunesse à ces vérités, qui sont toujours bien d'actualité. Jules Mougin était réfractaire à la guerre, sa famille pourrait en parler, elle qui avait la hantise de le voir allumer la radio ou le poste télé, objet responsable de ses grandes colères dirigées vers l'injustice, la douleur, la guerre, délivrée lors des informations, mais responsable aussi des replis provisoires et apeurés de ses petits-enfants sous la table de la cuisine. C'était également un bon vivant. Si les murs de Revest pouvaient parler, ils en raconteraient des choses. Sa porte était toujours grande ouverte pour les amis qui étaient nombreux à s'arrêter dans leur maison, afin de partager un moment de conversation, de convivialité, ou un dîner sur le pouce. Son amour et sa curiosité pour la nature nous en a fait un écolo-recycleur avant l'heure, puisque dans ses œuvres, vous en aurez un aperçu très explicite lorsque vous découvrirez l'exposition. Il incorporait toutes sortes de matériaux de récupération. Et bien sûr, ce fut un homme de lettres de grand talent. Il était capable de faire vibrer la corde sensible de sa famille et de ses amis, qui étaient ses premiers lecteurs, mais il était aussi capable d'attirer l'attention de personnalités telles que Robert Badinter ou Simone Veil, qui ont répondu par retour à des courriers qu'il leur avait adressés. Il se plaisait à penser qu'il pouvait exister une littérature prolétarienne. Il n'a jamais oublié le monde ouvrier d'où il était issu. Et s'il en est arrivé à ce stade, d'être rentré dans la cour des grands, dans le cortège de l'imprimé, c'est aussi à force de travail. Ayant une soif d'apprendre les subtilités de la langue française pour pouvoir disserter de belle manière, il a pris pendant un certain temps, à Paris, des cours du soir. Sa persévérance et son talent lui ont permis de rencontrer et côtoyer de grands écrivains, tels que Jean Giono, Hervé Bazin ou André Breton, et bien d'autres personnalités. Belle reconnaissance pour un modeste facteur. Je ne peux pas conclure ce bref aperçu de la vie de Jules Mougin sans parler de Pâquerette. C'était le pigeon de notre facteur. Ceux qui se rappellent vous diront que lorsqu'il faisait sa tournée à vélo, il était toujours précédé de Pâquerette, son pigeon apprivoisé. Il arrivait avant lui dans les fermes et annonçait ainsi, d'une façon originale et bien sympathique, le passage du facteur. Comme diraient les anciens, c'était le bon temps. Voilà, j'espère que ce petit voyage dans la vie de Jules Mougin et de sa famille vous aura donné, comme à moi, la gourmandise, l'envie de déguster ses écrits, admirer ses œuvres, faire plus ample connaissance avec lui. C'était un personnage attachant, entier, engagé. Il disait un peu désabusé parfois, « Ce qui a été fait ne m'intéresse plus, le présent me suffit ». Je dirais que notre présent est nourri de son passé, riche et précieux, et je me plais à penser que, ravivés par ces vibrants hommages, les empreintes de ses pas, toujours imprimées sur les chemins du Revest, seront suivies par des êtres pensant encore avec leur cœur, pouvant dire aussi fort que lui, non à la guerre et oui à l'amitié et à l'amour. D'ailleurs, ne disait-il pas, on ne perd pas son temps en écoutant son cœur. Je me plais à penser aussi, comme lui, que les visages de nos amis resteront une de nos lectures préférées. Je dédie ces quelques lignes à Monique, Anouchka, Jules et Jean-Philippe Mougin, que je remercie encore de leur présence, mais surtout que je remercie chaleureusement pour nous avoir fait découvrir ou redécouvrir ce grand personnage. Toute sa vie, il a remercié les facteurs qui distribuaient ses envois. Aujourd'hui, pour tout ce que vous nous avez apporté, monsieur Jules Mougin, je vous dis à mon tour, nous vous disons merci facteur.
difficile de prendre la parole. Parce C'est que l'essentiel a été dit. Certainement, le plus beau texte, le plus bel hommage, le plus sincère. C'est magnifique. Et vous avez tout compris, tout. Je regrette moi de m'être couché à 6 h du matin. Merci beaucoup. Et je pense que vous pouvez lui dire merci facteur et l'applaudir encore une fois bien fort pour lui. Donc je vais donner la parole maintenant à Henri Mérou, qui est à l'origine avec Jules et Jean, désolé pour le lapsus. Mon rôle à moi ici a été un petit rôle de revanche sur le destin, parce que j'ai connu beaucoup Philippe Cotenceau qui me disait il faut absolument que tu rencontres Jules Mougin, je suis sûr qu'il te plaira. Moi je suis un grand épistolier aussi, peut-être pas à la même échelle que Jules Mougin. Donc il me disait il faut que tu le rencontres, il faut que tu lui écrives et tout, et ça s'est jamais fait. Et il se trouve que quelques décennies après, j'ai le pouvoir et l'envie de faire sortir justement tous les documents que Jules Mougin avait pu produire dans cette région. Je suis resté dans les Basses-Alpes, on va dire, et puis j'ai cherché effectivement tout un tas de documents, et je me suis rendu compte que tous les récipiendaires de ces objets, de ces courriers, ont joué vraiment chaleureusement le jeu. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai demandé s'ils avaient des choses de Jules Mougin, tout le monde m'a dit bien sûr. Tout le monde m'a répondu amicalement. J'avais fait un contrat où il fallait signer pour qu'on marque tout ce que je prenais, et personne n'en a voulu. Donc ce qui prouve quand même qu'on reste dans un rapport de confiance incroyable. Et c'est vrai que les gens qui ont connu Jules Mougin n'ont pas perdu l'esprit et ont gardé son esprit volontaire et humaniste. Donc j'ai pu découvrir des documents rares et précieux. Certains commençaient à moisir, donc j'ai pensé aussi que c'était bien qu'il fallait intervenir de temps en temps, parce que les archives méritent aussi un petit traitement particulier. Voilà, puis la relation épistolaire, je la garde. C'est vrai que moi, j'explique toujours que pour écrire, il faut être 3. Celui qui écrit, celui qui reçoit, et puis le facteur qui sert d'intermédiaire. Et moi, j'aime bien dire aussi que on dit un correspondant, vous voyez, cette notion de correspondant, et on dit surtout un destinataire. J'aime bien ce mot destinataire, parce que c'est le destin qui intervient. Alors je remercie tout le monde, la mairie, tous les gens qui m'ont aidé cet après-midi, Jean et Monique avec qui on s'est bien entendu, Claude, et puis je pense que c'était une belle aventure. Demain l'expo a lieu toute la journée, moi j'aime beaucoup l'idée que l'expo elle dure qu'1 jour. Voilà, merci à tous. J'ai un peu des soucis avec ce Marshall. Et je reviens ici pour cet hommage à papa et à maman, bien sûr, et avec tous les gens que je retrouve, les amis qui sont venus là, pour c'est vraiment très, très émouvant. Quelqu'un m'a remis une photo tout à l'heure où on me revoit tout gamin, là, c'est assez, je crois que j'avais une dizaine d'années, là, j'ai changé depuis, bien sûr, beaucoup. Mais c'est vrai, merci à tous. Je vais simplement, pour terminer, parce que les discours, je serais bien incapable de faire quelque chose d'aussi beau que tu l'as fait. Je vais simplement vous lire une petite lettre que j'avais reçue de papa. Elle date du mois d'août 1967. Et dans cette lettre, il me dit « Je me souviens bien de cet article paru dans la Sonda, article concernant Mélic. » Pour situer, c'était une revue, et il avait reçu cette revue, et dans cette revue, on parlait d'un peintre qui s'appelait Mélic. Certains d'entre vous le connaissent. Et il continue. Et il dit « L'étonnant, c'est que tout se lie, se tient, se soude, se trouve ou se retrouve. La Haute-Provence est une terre de rencontres. Là, dans le sud, tout est possible.
facilement possible. Je suis mêlé à cette ronde. Il y a là, dans la lumière, le souvenir de Jean Giono et de Lucien Jacques, le Giono de mes 20 ans, le Lucien Jacques de Montlot, de Banon, du Contadour, de Montjustin. Là-bas dans le sud, les villages ont un visage. Le Revez des Brousses rit. Banon guette l'arrivée de l'ami. Le Contadour appelle avec l'arbre de regain. Montjustin compte les étoiles. Manosque, c'est tout un livre. Le Sud, irremplaçable. Le Sud, éternel. Le Sud, sensuel. Le Sud et ses pierres chaudes et ses silences. Le Sud, la salle d'attente du paradis. Donc c'est très bien dit. Et...